Christian Macarian, bonjour. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous. Alors, le 9 mai, cette date dont nous parlent les médias depuis si longtemps, en quoi ce 9 mai, qui célèbre la victoire de 45, est-il une date si importante pour la Russie, alors que chez nous, c'est devenu quelque chose d'un tout petit peu classique ? Alors, c'est une date très importante parce que Vladimir Poutine en a voulu ainsi. Il a sacralisé cette date en faisant un grand rendez-vous patriotique et en prenant l'habitude de prononcer un discours idéologique, nationaliste très fort. Et spécialement depuis 2014, depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine au sujet du Donbass. Donc, c'est Vladimir Poutine qui a amplifié ce jour-là et qui lui a donné cette importance. Ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'il en fait un grand rendez-vous politique. C'est un grand rendez-vous idéologique, ce qui est assez différent. Est-ce qu'il s'agit aussi d'impressionner le monde entier par un défilé d'armes, éventuellement d'armes nouvelles ? Alors oui, bien sûr, chaque année, on assiste à une véritable exhibition de matériel invraisemblablement technologique, très avancé, les missiles hypersoniques, jusqu'à plusieurs fois la vitesse du son, des missiles supersoniques sous-marins, des choses extrêmement impressionnantes, sauf que ce que nous avons découvert en Ukraine, c'est que la plupart de cet armement n'était pas nécessairement passé au stade opérationnel, au stade de la production. Parce qu'au fond, l'image que donne l'armée russe en Ukraine, c'est celle d'une armée relativement vétuste et même assez mal commandée, avec des chars qui très souvent sont des T-72, ça indique l'année de conception, c'est-à-dire du matériel vraiment ancien. Il y a depuis 2 autres générations de chars qu'on pourrait voir utilisés en Ukraine. Or, de toute évidence, ça n'est pas le cas. Alors, ce défilé un peu, Christophe, si vous me permettez, à la Potemkine, permet effectivement, vous avez raison, à Vladimir Poutine d'épater, d'impressionner le monde entier. N'hésitons pas à dire qu'il emploiera des accents martiaux comme jamais il n'en a utilisé jusqu'ici. Jadis, du temps de l'époque soviétique, on scrutait aussi le balcon pour voir les promotions et les disgrâces au sein du Kremlin. Est-ce que ça peut être aussi le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut voir des figures nouvelles dans l'entourage de Poutine ? Alors, vous avez observé que les officiels ne s'installent plus au balcon. C'est fini, ça, oui. C'est Poutine tout seul. Voilà, ils sont sur une estrade qui est passée en hauteur par rapport à la foule, mais bien face aux troupes et qui incarne bien cette espèce d'installation horizontale. C'est exactement ce que veut Poutine, du pouvoir. Le pouvoir est partout. Ça va être aussi pour Poutine un moyen de rappeler, il a pris une loi le 4 mars dernier, absolument terrible, qui interdit ou qui punit jusqu'à l'emploi du mot guerre. C'est-à-dire que si en tant que journaliste, vous écrivez que la Russie est en guerre avec l'Ukraine, vous êtes immédiatement arrêté et condamné. Donc c'est une loi extrêmement répressive qui réprime jusqu'au langage employé. Donc c'est quelque chose qui incarne bien son intention nationaliste ce jour-là. Non, on va pas avoir de promotion, on va faire attention à qui sera là parmi les généraux, mais ça n'aura pas de grande signification, puisque les généraux, de toute façon, ceux qui comptent, ils sont sur le terrain. La signification, elle sera donc dans le discours de Vladimir Poutine. Jusqu'où mettra-t-il le curseur de l'adresse agressive au monde et puis de la mobilisation dans son pays ? Il va falloir vraiment le décrypter ligne à ligne, ce discours ? Oui, mais il fait rarement dans la subtilité. Le problème de Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs notre problème à nous occidentaux, c'est qu'il dit à l'avance ce qu'il fait. Il a fait exactement ce qu'il avait annoncé dans ses différents discours. Et nous n'avons été que très peu observateurs de cette ligne de force de Vladimir Poutine. Et nous avons commis beaucoup d'erreurs. Par exemple, le défilé tout à fait essentiel de 2015 qui célébrait l'anniversaire de 1945, le 9 mai 2015, il fallait être présent d'une façon ou d'une autre. Nous l'avons totalement négligé et nous avons multiplié les provocations, non. Parce les que humiliations peut-être. En tout cas, les signes de dédain. Les signes de dédain, voire de mépris vis-à-vis de la Russie. Or, je ne dis pas qu'il faut faire attention à la propagande russe. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ne pas laisser
les Russes développaient, en tout cas les responsables politiques russes, développaient devant le peuple russe le sentiment d'une humiliation organisée par l'Occident. Est-ce qu'on a une idée claire Est-ce qu'on a une idée claire aujourd'hui du soutien dont Poutine bénéficie dans sa population? Est-ce que c'est un soutien en bloc ou est-ce que ça se fissure? Non, c'est un soutien en bloc, mais incontestablement, le temps ne lui est pas favorable. Si il est sûr de gagner à terme sur le terrain, ça peut lui poser davantage de problèmes au stade intérieur. Par exemple, si l'armée russe continue à avoir des difficultés, ce qui n'est pas certain, mais si elle continue à avoir des difficultés dans le Donbass, dans cette opération qui consiste à joindre le Donbass et la Crimée, pour occuper la totalité quasiment de la façade maritime de l'Ukraine, eh bien, si il était empêché une nouvelle fois par une forte résistance ukrainienne, il lui faudrait proclamer une sorte de mobilisation générale, recourir à de nouvelles classes de conscription, et alors ça, c'est très impopulaire. Et je crois que le nœud aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens pensent qu'il va parler de mobilisation générale. Rien n'est moins sûr, ça n'est pas du tout certain, mais c'est une cartouche qui lui reste et que évidemment tout le monde redoute. Sur le terrain, ce qui se passe à Mariupol avec cette prise interminable de la fameuse usine d'Azovstal, c'est quand même une défaite symbolique pour l'armée russe que d'être ainsi enlisée. Oui, Christophe, mais il va la réduire, cette poche de résistance, de toute évidence. Et après, il y aura la grande offensive ? Non, la grande offensive, je pense que là, il y a un redéploiement russe. Ça va consister fondamentalement à réunir le Donbass, donc les oblasts, les régions de Donetsk et de Luhansk, mais non pas au sens des républiques séparatistes, mais au sens des régions administratives qui sont beaucoup plus vastes que les républiques séparatistes. Donc en gros de l'est de Kharkiv jusque quasiment à Odessa, en faisant tout le tour de la frontière, vous allez avoir une sorte d'augmentation du territoire contrôlé par les Russes sous forme de mâchoire de crocodile. Un maxillaire supérieur vers Kharkiv et un maxillaire inférieur vers Mariupol jusqu'à cette mâchoire. Vous avez une poche, une nasse potentiellement dangereuse de 10 000 à 12 000 combattants ukrainiens qui pourraient être enfermés. Et est-ce que les Ukrainiens peuvent empêcher cela par le terrain grâce aux armes lourdes livrées par l'Occident, notamment notre fameux canon César ? Alors, incontestablement, ce qui est très frappant depuis le début du conflit, c'est l'efficacité de l'usage et de la formation, parce que la formation des Ukrainiens est assez bluffante, si je peux dire, l'efficacité de l'appui militaire occidental inflige incontestablement des pertes considérables aux Russes, comme ils n'en ont jamais connu dans ce type de guerre-là, je veux dire des guerres de proximité, des guerres de contrôle de la sphère d'influence russe. C'est donc une défaite tout à fait cinglante, vous avez raison Christophe. Mais la question, c'est les hommes. Je répète, si une poche d'environ 400 km de large entre Kharkiv et Mariupol se dessine, et si les Russes ferment cette poche et enferment à l'intérieur la fine fleur de l'armée ukrainienne, alors la défaite sera consommée. Si l'armée ukrainienne, en revanche, desserre cette mâchoire, alors la Russie subira une défaite majeure. Le G7 a pris hier des positions très dures contre la Russie, notamment se passer de l'énergie russe à long terme. Est-ce que c'est un sabre de bois ou une véritable stratégie efficace ? Alors, toujours pareil, l'armée coûte une fortune et cet argent est versé tous les jours à la Russie par les Occidentaux, qui sont à la fois le pays qui sanctionne. On est quand même dans une situation absurde. Du pétrole. Donc l'idée, c'est d'arrêter de subventionner inconsciemment ou indirectement la guerre en achetant du gaz et du pétrole. Alors le pétrole, pourquoi cette mesure prise par le G7 ? Progressivement, dit le G7, nous allons cesser totalement d'acheter du pétrole. Donc ça concerne les États-Unis, le Canada, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon. D'accord ? Et l'Italie. Donc ces 7 pays feront chuter les revenus pétroliers de la Russie, incontestablement. Pourquoi le pétrole ? Parce que sur le marché,
international, il est beaucoup plus facile de se procurer du pétrole que du gaz, tout le monde le sait. Donc l'embargo sur le pétrole sera efficace. Jamais, dans la totalité de l'histoire des sanctions économiques internationales, on a assisté à un tel train de sanctions prises contre la Russie. Est-ce que le conflit du Haut-Karabakh pourrait être rallumé à court ou moyen terme par ce qui se passe en Ukraine ? Alors, il est incontestable que ça aura un impact, puisque le fait que la Russie va perdre des débouchés d'exportation de pétrole et de gaz va remettre en selle l'Azerbaïdjan et sa production de pétrole et de gaz. Un certain nombre de partenaires européens qui cessent d'acheter du gaz ou du pétrole à la Russie vont se tourner vers l'Azerbaïdjan comme fournisseur. L'Azerbaïdjan va en profiter pour essayer de reprendre encore du terrain après sa victoire militaire de 2020 contre l'Arménie et essayer de lui imposer des clauses tout à fait léonines, entre autres la possibilité de traverser le territoire arménien de part en part dans le sud de l'Arménie pour faire une jonction entre le Nakhitchevan, la région la plus occidentale de l'Azerbaïdjan, qui est coupée du reste du territoire azerbaïdjanais, et le cœur du territoire azerbaïdjanais. Tout cela, traverser l'Arménie, supposerait quand même un accord de la Russie. Donc, encore une fois, comme la Russie a une force d'interposition entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est encore entre les mains de la Russie que revient la solution. Mais je dis juste une chose, Christophe, puisque vous me posez la question sur le Karabakh, il est très intéressant d'observer, et on n'a pas prêté attention à cela, qu'en 2020, lorsque Vladimir Poutine a laissé, parce qu'il est impossible que cela ait eu lieu sans l'accord de Vladimir Poutine, lorsque Vladimir Poutine a laissé l'Azerbaïdjan attaquer l'Arménie de façon extrêmement brutale avec l'appui de la Turquie, on n'a pas prêté attention au fait que Vladimir Poutine reprenait les grandes manœuvres. Et que derrière, il y avait nécessairement quelque chose de plus gros qui était l'Ukraine. En tout cas, tous les analystes américains considèrent que la guerre du Karabakh du mois de septembre 2020 est une guerre qui a préfiguré celle de l'Ukraine. Un tout dernier mot, il va y avoir un remaniement en France. Il faut garder Le Drian et Parly parce que changer en temps de guerre, c'est pas possible, ou on peut changer ? Non, on peut changer. Le président de la République est chef des armées, c'est lui qui décide, et les affaires étrangères, c'est quand même aussi largement entre ses mains. Christian Macarian, merci, bonne journée. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain, votre invité sera Constance Le Grip, député LR des Hauts-de-Seine.